il est impératif de connaître ses dépendances pour mieux s'y soustraire. C'est une phrase sur laquelle on pourrait philosopher, mais pour ici, je la relierai avec la question de l'usage des opinions dissidentes, dont vous dites que cet usage a été parfois insuffisamment déontologique, je vous cite. Alors, vous n'ignorez pas que, puisque vous êtes un juge français, qu'il existe en France où les opinions dissidentes n'ont pas cours, quelques voies pour les introduire dans la pratique judiciaire, des voies dont je suis d'ailleurs, et qui auraient, me semble-t-il, pour avantage que la discussion sur le droit soit plus à la disposition de tous, parce que le droit est l'affaire de tous. Il semble que l'institution judiciaire française ne soit majoritairement pas pour l'introduction de cette pratique dans notre système. Alors je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que c'est une chose de dire qu'il y a eu un usage insuffisamment déontologique et une autre peut-être d'être contre ou d'être contre. Oui, alors tout d'abord sur connaître ses dépendances, le juge, c'est dans le statut, est indépendant. Il est indépendant à l'égard de l'État dont il est non pas le représentant, mais dont il est un ressortissant. Il est indépendant à l'égard de l'Assemblée des États partis qui ont signé et ratifié le traité, et qui sont l'organe législatif de la Cour, qui élisent les juges, qui votent le budget, etc. C'est important à dire. Il doit bien connaître ses dépendances pour, j'allais dire, les surmonter. Je pense que c'est important dans une juridiction comme la Cour pénale internationale, où l'origine professionnelle des juges est très diversifiée, puisque 10 juges sont des spécialistes du droit pénal, de la procédure pénale et du procès, la plupart du temps des juges dans leur pays. 8 autres peuvent provenir, étant des spécialistes de droit humanitaire, au droit international, de milieux universitaires ou de milieux diplomatiques. Il n'est pas trop difficile pour un juge, que ce soit d'ailleurs dans la fonction nationale ou dans la fonction internationale, de faire un peu le tri entre ce qui relève de sa tradition familiale, de ses... Bon, c'est, j'allais dire, une démarche assez naturelle. C'est peut-être parfois plus difficile pour quelqu'un qui n'a absolument pas exercé des fonctions de juge avant. Et j'avais un peu insisté sur l'aspect universitaire, dans la mesure où je pense qu'il est important, au moment où on devient juge à la CPI et où on endosse une nouvelle toge, d'oublier totalement ce qu'était la robe antérieure, ce qu'était la communauté à laquelle on appartenait, et ce que peut être la réaction face à telle ou telle décision de la communauté à laquelle on appartenait. On pourra lire ensuite les critiques de la décision, mais on doit se tenir totalement à l'écart. Les opinions dissidentes. Alors oui, je sais qu'en France, la question est débattue depuis longtemps. Lorsque j'étais à la Cour de cassation, nous en avions souvent parlé. Je pense que l'opinion dissidente, l'opinion séparée, est de nature, lorsqu'elle est exprimée, à considérablement enrichir le débat juridique, puisqu'elle connaît précisément d'autres points de vue, ou que le point de vue qui figure dans la décision peut être présenté de manière un peu différente. J'ai toujours eu, en ce qui me concerne, des réticences s'agissant du domaine pénal, dans la mesure où le tempérament du justiciable français est souvent un tempérament récriminateur et parfois agressif. Et je redoute que la manifestation d'un point de vue dans une opinion séparée ou dans une opinion dissidente puisse éventuellement conduire à une procédure en récusation lorsqu'une affaire posant la même question viendra ultérieurement. C'est un risque qui n'est pas à négliger. Pour avoir présidé pendant 8 ans la Chambre criminelle, je me suis rendu compte que certains justiciables français ont la procédure de récusation, ils dégainent facilement. Pour ce qui est de la Cour, je pense, d'abord, l'opinion dissidente, l'opinion séparée, l'opinion concordante, mais avec un autre point de vue, est acquise, elle figure dans les textes, comme elle figure à la Cour européenne des droits de l'homme, comme elle figure à la Cour internationale de justice. J'avais simplement le sentiment que lorsque l'on exprimait une opinion dissidente, on pouvait le faire avec détermination, on pouvait le faire avec une certaine vivacité,
mais l'on devait à tout prix éviter ce qui pourrait donner le sentiment d'être une attaque ad hominem s'agissant des membres de la majorité dont on se sépare. L'opinion séparée ou dissidente peut être plus ou moins longue. Lorsqu'elle dépasse la centaine de pages pour atteindre parfois 200 pages, elle devient, ne serait-ce que par la quantité, déjà inéluctablement un peu agressive. Et là, c'est très objectivement que je dis cela. Ce qui m'a surpris dans l'affaire dont j'ai eu à connaître, c'est qu'une opinion dissidente, assortissant une décision annonçant que l'on allait disqualifier le mode de responsabilité pour le requalifier, a ensuite été utilisée dans les écritures de l'équipe défendant l'accusé dont la situation juridique allait être disqualifiée puis qualifiée. Et quand on voit dans les conclusions écrites donc d'une équipe de défense citer à plus de 20 reprises l'opinion dissidente qui a été émise quelques jours plus tôt, on se pose des questions. On se dit, mais finalement, quel est à présent le degré d'impartialité qui devrait régner dans cette chambre collégiale de 3 personnes? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Donc, moi j'avais émis l'idée que l'on réfléchisse entre juges sur ce que pouvait être et devait être l'opinion dissidente. Cette réflexion n'a pas pu se dérouler avant que je quitte la Cour. Je ne sais pas d'ailleurs si elle s'est déroulée depuis, mais c'est en cela que je pense qu'elle doit être aussi déontologique que possible pour ne pas non plus créer la confusion. Exprimer un point de vue juridique différent, oui. Le soutenir, une nouvelle fois avec détermination, voire vivacité, oui, mais sans que ce soit de nature à complètement déronter le justiciable. Si l'opinion séparée ou dissidente devient elle aussi un facteur d'insécurité juridique, alors là, je dis attention, il faut sans doute veiller à un meilleur équilibre. Et comment pourrait-on trouver cet équilibre? Parce que dans ce que j'entends, la problématique peut-être est celle du moment où interviennent les opinions dissidentes, c'est-à-dire qu'elles n'interviennent pas en toute fin, une fois que le jugement définitif qui clôt complètement l'affaire est rendu, mais il y a des opinions qui peuvent intervenir au fur et à mesure que des décisions sont prises, ce qui n'est pas tellement commun non plus dans les procédures où sont admises des opinions séparées. Alors peut-être que ça fait partie du problème, le moment. Oui, je crois que vous voyez très bien les choses. Bon, incontestablement, il y a le ton de l'opinion dissidente. Je pense que même si l'on est fondamentalement en désaccord, on peut trouver un ton juste, une nouvelle fois déterminé, un ton juste, qui rendra d'ailleurs, à mon avis, l'opinion dissidente encore plus forte que si elle est exprimée de manière excessive. Personne ne s'y trompe. Mais il est vrai qu'à la Cour, ce qui peut apparaître un peu surprenant, c'est que toutes les décisions intermédiaires puissent faire l'objet d'opinions dissidentes. Et que dans certains cas, l'opinion dissidente puisse être brandie dans un délibéré un petit peu comme un moyen de discussion. Je ne ferai pas d'opinion dissidente, mais ça c'est l'alchimie, une nouvelle fois, de ce type de juridiction. Je pensais, parce que c'est ce que j'avais vu à la Cour européenne des droits de l'homme ou ailleurs, que l'opinion dissidente n'intervenait que pour assortir la décision finale, mais je ne regrette pas qu'elle puisse intervenir avant. Je me suis rendu compte qu'à la Chambre d'appel, il y avait eu dans les premières années d'activité de la Cour des opinions dissidentes très juridiques, souvent brièvement exprimées, qui avaient leur poids. Il est très intéressant de noter que la Chambre d'appel a, il y a quelques mois seulement, fait un revirement de jurisprudence en matière de victimes et de participation des victimes pour finalement s'aligner sur l'opinion dissidente du juge qui, sur les 5, s'était exprimé différemment en 2006 ou en 2007. Donc, cette opinion dissidente avait donc son importance, puisque finalement, elle crée maintenant la nouvelle jurisprudence de la Chambre d'appel, qui a eu l'intelligence de savoir revirer. Car il faut savoir de temps en temps se dire qu'on a mal jugé, ou à défaut d'avoir mal jugé, qu'on n'a peut-être pas suffisamment bien jugé. Mais, une nouvelle fois, pas d'hostilité de principe, c'est dans le statut. Donc, on applique le statut, mais trouver le ton juste, disons le ton qui est de nature à faire progresser le droit. Et à ne pas peut-être donner le sentiment que l'on règle les choses.
Vous avez évoqué les premiers juges membres de la Cour pénale internationale qui, pour un certain nombre d'entre eux, avaient participé au processus d'élaboration du statut de Rome, de la Cour pénale internationale. Donc, et en entendant cela, je me disais que ces juges avaient donc en quelque sorte une double casquette qui n'est pas forcément très commune dans les juridictions, c'est-à-dire d'avoir participé à l'élaboration d'un texte et d'être en charge de l'appliquer. Alors est-ce que ça n'est pas problématique? Oui, normalement on ne se dote pas soi-même des règles que l'on devra ensuite appliquer. Cette question n'a jamais été soulevée, à ma connaissance, devant l'une quelconque des chambres de la Cour lors des débuts de la Cour. Il aurait pu concevoir d'ailleurs qu'un avocat le fasse, cela n'a pas été le cas. Peut-être parce que les conseils qui viennent devant la Cour pénale internationale ont, pas tous, mais pour certains d'entre eux, souvent déjà été conduits à plaider devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou devant le tribunal pénal pour le Rwanda. Et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie disposait d'un statut, donc rédigé par les services juridiques des Nations Unies, qu'il s'est autorisé à modifier lui-même, ce qui évidemment peut surprendre et peut-être même choquer. À chaque fois, ces modifications correspondaient quand même au constat d'un blocage ou d'une difficulté de mise en œuvre des règles statutaires qu'il était possible de compenser par des règles prenant mieux en compte la dynamique du tribunal. Et l'efficacité s'en est toujours trouvée renforcée. Pour la Cour pénale internationale, c'est impensable, car elle a un organe législatif qui est l'Assemblée des États parties. Lorsque les juges se rendent compte qu'il serait souhaitable de modifier une disposition parce qu'au fil des affaires et de la pratique, ils ont le sentiment qu'une disposition ne convient pas, ils en saisissent le comité des textes. Il existe, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais il existe un comité qui, au sein de la Cour, centralise et examine les propositions de modification, soit du statut, soit du règlement de procédure et de preuve, les soumet ensuite à l'Assemblée plénière des juges avant une éventuelle transmission à l'Assemblée des États parties. Alors, je peux prendre un exemple. Une fois que les charges ont été confirmées par la Chambre préliminaire, enquête à charge et à décharge par le procureur, examen par la Chambre préliminaire, décision de confirmation des charges et renvoi devant une chambre de jugement, s'ouvre une phase de mise en état. Moi, je pensais benoîtement que la décision de confirmation des charges saisissait immédiatement la chambre de jugement qui allait en quelque sorte organiser ces débats. Non, s'ouvre une phase de mise en état afin de s'assurer que toutes les pièces ont bien été communiquées, notamment aux équipes de défense, toutes les pièces à charge, voire à décharge, puisque le procureur enquête à charge et à décharge. S'ouvre une phase pendant laquelle les déclarations d'un certain nombre de témoins qui ont été expurgés, parce que l'on craignait qu'identifiés, ils ne courent des risques. Cette phase d'expurgation va conduire à la demande des équipes de défense, la Chambre, à lever les expurgations et à déterminer le moment auquel elles pourront être levées, en assurant un équilibre entre la protection des témoins et les droits de la défense, qui doivent quand même, la défense doit bénéficier de l'intégralité des pièces. C'est pendant cette phase de mise en état que va se dessiner les modalités de participation des victimes. Et c'est pendant cette phase de mise en état que va se préparer les audiences au cours de laquelle on va débattre des éléments de preuve. J'indiquais tout à l'heure les temps de parole, le nombre de témoins, etc. Bon, le hasard a fait que j'ai eu le sentiment d'assumer dans une large mesure, en juge unique, cette phase de mise en état. C'est pendant cette phase aussi que l'on statue sur des prolongations de détention provisoire, parce que d'une part, l'un des juges était affecté à une autre question, etc. Donc, tout ce qui devait se faire collégialement se faisait collégialement, mais le quotidien était géré par un seul juge. Et j'ai pensé qu'il pouvait être nécessaire de mettre le droit en conformité avec les pratiques et d'ouvrir une possibilité dans le statut, le règlement de procédure et de phase de mise en état confiée à un juge unique. Donc les choses se sont mises, il a fallu près de 2 ans
pour que l'Assemblée des États parties accepte de modifier le règlement de procédure et de preuve. Et désormais, ce n'est pas une obligation, c'est une faculté. La Chambre, désignée pour connaître d'une affaire, peut, au stade de la mise en état, la confier à un juge unique qui, à tout moment, peut revenir devant la collégialité. Voilà. On constate que d'autres juridictions, d'ailleurs, je crois que c'est le cas de la Cour de Luxembourg, peuvent aussi modifier leurs propres règles de fonctionnement. Pour la Cour pénale internationale, c'était surprenant au tout début peut-être. En tout cas, c'est une chose qui est maintenant réglée. Ce n'est pas possible. Et alors, je rebondis sur une expression qui correspond à quelque chose de très important au fond. Vous avez dit mettre le droit en conformité avec la pratique. C'est très intéressant parce qu'en général, c'est plutôt à l'inverse qu'on pense quand on parle du droit. On dit que c'est la pratique qui doit être conforme au droit. Alors, là, l'idée, c'est simplement que la vie du droit montre certaines de ses imperfections. Je dirais que même en droit interne, il est souvent arrivé que soient testées des pratiques professionnelles paralégales ou non encore prévues par la loi ou décret, et qui ont ensuite été entérinées par la loi ou décret. Je prends un exemple. Le travail d'intérêt général a été, en quelque sorte, la loi a été anticipée par des pratiques parfaitement prétoriennes qui, à l'époque, je crois, étaient mises en œuvre, soit à Paris, soit à Bobigny, je ne sais plus très bien. Et là, alors, au niveau d'une cour comme la Cour pénale internationale, avec ce mélange de pratiques et de cultures juridiques différentes, bon, il peut arriver que soient instaurées et appliquées des pratiques qui soient un peu en marge, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont délibérément contrariennes, non, ça, un juge ne peut pas se l'autoriser, mais quand on se rend compte qu'elles permettent d'améliorer le fonctionnement quotidien, là je pense que cette faculté de juge unique était de nature à améliorer, mais c'est vrai qu'elle a précédé sa concrétisation législative. Elle n'avait pas pour autant été contestée par les partis, qui avaient bien dû se rendre compte, malgré tout, dans les contacts qu'ils avaient avec la Chambre ou avec ses assistants, qu'une large partie de cette procédure de mise en état reposait sur les épaules du juge président. Ce qui n'était pas d'ailleurs forcément critiquable, mais je crois qu'ils ont dû y trouver leur intérêt. C'est maintenant légalisé. Bien, merci beaucoup. Bruno Paul, nous voilà parvenus au terme de cet entretien que vous avez bien voulu nous donner. C'était absolument passionnant. Je pense que ça va beaucoup intéresser les auditeurs d'avoir ainsi une expérience de juge à la Cour pénale internationale avec toutes les questions que ça peut poser, que vous vous êtes posées, que vous sans doute qui vont continuer à se poser. Voilà, encore une fois, merci beaucoup à vous. Eh bien, merci aussi. J'espère que ça n'était pas trop touffu. C'est une vision personnelle des choses, hein. Mais c'est en tout cas le résultat d'une expérience absolument passionnante, simplement qui est limitée à l'affaire dont j'ai eu à connaître. Mais je pense que tant que la Cour est africaine, et même si aucun des pays concernés actuellement par les activités de la Cour ne se ressemble, c'est une expérience et une vision qui est sans doute assez transposable. Merci. Merci.